Bienvenue sur le podcast Objectif Performance, le podcast pour construire son haut niveau. Toutes les 2 semaines, je vais interviewer des kinés du sport, prépa physique, coach ou autres, qui amènent et accompagnent leurs athlètes au plus haut. On parlera dans la première partie de leur parcours. D'où viennent-ils, où ont-ils étudié, voyagé et commencé leur carrière. Ensuite, de ce qu'ils font actuellement. Qu'est-ce que cela peut nous apporter en pratique? Quel est leur sujet de recherche actuel? En quoi cela peut-il améliorer nos compétences? Et enfin, on abordera leur mentor, leur livre préféré et comment est-ce qu'on peut les contacter. Comme d'habitude, je compte sur vous pour mettre 5 étoiles à cet épisode sur votre plateforme d'écoute préférée. De la même manière, je vous encourage à partager cet épisode sur les réseaux sociaux, notamment LinkedIn ou Instagram. C'est clairement là où je suis le plus actif et c'est ce qui m'aide le plus pour faire connaître ce podcast. Bonne écoute à tous. Salut Marie-Ève. Bonjour. Comment tu vas? Je vais bien, merci. Et toi, Julien? Ça va bien. Je suis content de t'avoir. T'es une des premières athlètes que j'interviewe, donc je suis content et je suis ravi d'en apprendre plus un peu sur sur ton parcours, sur ce que tu as fait et sur ce que tu vas faire bientôt, je pense. Est-ce que tu peux en premier nous donner ta définition de la performance, s'il te plaît? Alors pour moi, la performance, c'est un process en fait. Pour moi, la performance, c'est la sensation d'avoir tout mis en place, fait toutes les choses que tu pouvais en ton pouvoir pour essayer d'atteindre un but, un résultat. Peu importe le résultat, si tu l'atteins pas ou tu l'atteins. Moi, je pense que la performance, alors évidemment, si tu l'atteins, la performance, elle est positive et elle est plus. Mais je pars du principe qu'en fait, dans chaque process ou dans chaque objectif que tu t'es donné, dans chaque chose que tu vas mettre en place pour arriver à cet objectif, tu vas forcément en sortir grandi. Avec soit des leçons si t'as pas atteint ce que tu voulais, ou une satisfaction, une fierté, une récompense sur le travail que tu as fait si tu réussis à l'atteindre. Donc la performance pour moi, c'est cette capacité à mettre en place les choses cohérentes pour te donner les moyens d'arriver à un but, à un objectif. Ok, top, parfait. Est-ce que tu peux nous parler un peu de ton parcours, d'où tu viens, où tu as grandi, où tu as étudié, où tu as commencé le basket? Alors moi, je suis originaire d'Annecy, en Haute-Savoie. J'ai commencé le basket là-bas, donc j'ai commencé en baby basket, j'avais 5 ans. C'est un peu par hasard, hein, mes parents m'ont inscrite à cette discipline parce que c'est un sport collectif, donc on a commencé un peu à apprendre le vivre ensemble. C'était quelque chose qui était pas très loin de la maison et c'était quand même une discipline énergivore. Ce qu'il fallait pour moi pour me canaliser parce que j'étais très débordante d'énergie quand j'étais petite. Et voilà. Donc c'est vraiment par hasard parce que mes parents ils sont pas du tout basketteurs quoi. Ma mère elle a pas eu la chance de faire un sport en club et mon père il était pongiste. Donc voilà. Donc j'ai commencé là-bas. Je suis restée jusqu'à mes 15 ans à peu près. Donc j'ai fait mes catégories. Voilà. À l'époque on appelait encore ça, on appelait ça pas ça U11, etc. On appelait ça baby, mini poussin, poussin, benjamin, minime. Et donc je suis partie à cet âge-là. Je suis rentrée au pôle espoir de Voiron, donc en basket à Voiron. Ma 2e année seulement, j'ai pas été prise la première année. Et c'est cette année-là aussi où j'ai changé de club. Je suis allée à Challes-les-Eaux. Donc c'était un club plus structuré, plus professionnel évidemment. Et après mon année minime, je n'ai pas intégré l'INSEP. J'étais sur liste d'attente. Donc j'ai intégré le centre de formation de Challes où où je suis restée 3 ans supplémentaires. Et à la suite de ça, le club a malheureusement coulé. Donc obligée de partir, ce qui n'était pas prévu du tout à la base. Voilà, moi je me rappelle après mes études, j'ai obtenu mon bac. Je m'étais inscrite en post-bac, en STAPS à Chambéry. Voilà, j'allais intégrer l'équipe professionnelle, etc. Sauf que ça s'est pas du tout passé comme prévu. Le club a coulé financièrement. C'est ce qui fait que j'ai dû retrouver un projet et j'ai atterri en Ligue 2 à Nice. Avec le coach que j'avais depuis 3 ans en fait. Il a été lui aussi du coup il s'est retrouvé sur la paille. Donc il est parti à Nice et c'est vrai que j'avais ces propositions là et ça a fait un peu pencher la balance le fait de savoir qu'il était là-bas. Donc voilà, je suis arrivée en Ligue 2, donc mon premier contrat professionnel. Donc j'avais 18 ans à cette époque. Enfin, j'allais avoir 18 ans en cours parce que je suis de fin d'année, donc forcément
J'avais commencé en étant mineure. Et voilà, après, donc je suis Mmh. restée là-bas 3 ans. J'ai connu une année de ligue parce qu'on est monté ma deuxième année. On est redescendu aussitôt. Et ensuite, après OK. Nice, j'ai fait 2 ans à Angers, 2 ans à Charleville. Et je viens de faire 4 Mmh. saisons à Basketland, donc dans le sud-ouest à Mont-de-Marsan. Et là, exceptionnellement, cette année, Mmh. on, on est débauché par la fédération, 8 joueuses débauchées par la fédération pour faire que du 3-3 toute l'année. O Parce qu'effectivement, là, je vous ai parlé de mon cursus club, mais j'ai fait les équipes de France jeunes de 5-5, U16, U20, U19, et oui. j'étais en équipe de France aussi 5-5 à prime. Et après, j'ai intégré l'équipe de France 3-3 en 2018. J'ai fait aussi un parcours éclair l'année dernière, une Coupe du Monde avec le 5-5. Et voilà. Donc l'année Mmh. prochaine, je n'ai pas de club. Donc c'est un peu une idée. C'est la première fois que ce genre de projet voit le jour euh, en France. Et enfin, en tout cas pour les femmes, parce Mmh. que les filles, enfin les garçons ont une équipe professionnelle de 3-3. Mais nous aujourd'hui, le 3-3 n'est pas professionnel, c'est-à-dire OK. que le championnat il dure sur la saison estivale. Donc ce qui fait qu'on est toutes en fait toutes les joueuses de 3-3 qu'on voit sur le circuit l'été sont des joueuses de 5-5 professionnelles. Et alors il y a à quelques OK. exceptions près où il y a des filles qui font ça toute l'année, mais elles ont pas de championnat en fait. Comme nous l'année prochaine, on va avoir voilà des tournois organisés, mais c'est pas des tournois officiels par la fédération internationale. Ça commence que à partir de avril. Voilà un petit peu pour mon parcours. Ouais, c'est énorme, c'est énorme. Et justement par rapport au 3-3, donc tu as dit que vous êtes 8 joueuses habituellement sous contrat pro en basket à 5, qui maintenant faites que du 3-3, et ça dure combien de temps? Parce que tu dis du coup l'année prochaine t'as pas de club, ça veut dire que c'est un contrat juste d'un an en vue Mais des c'est JO, ou c'est exceptionnel. c'est quoi le projet? C'est juste pour cette année. C'est ça. C'est alors en fait, le projet a vu le jour entre guillemets assez tardivement. C'est-à-dire que moi, par exemple, j'étais sous contrat professionnel cette année encore avec Mmh. Basketland. C'était ma dernière année de contrat. Mmh. J'avais signé déjà il y a 2 ans, donc c'était ma dernière année de contrat de mes 3 ans. Et j'étais pas la seule dans ce cas-là. Il y a même des filles qui avaient reprolongé là en cours d'année. Il y a des filles par Mmh. contre qui étaient en fin Mmh. de contrat l'année dernière, mais du coup avec cette histoire, personne les a recrutées évidemment parce on allait. Donc Oui. c'est la fédération qui a soit repris notre contrat si on était déjà sous contrat, ou alors qui a salarié les joueuses qui n'étaient pas sous contrat. Et ça jusqu'aux Jeux Mmh. Olympiques, en vue évidemment d'une préparation. Mmh. Donc parmi ces 8 là, on sera 4 à participer aux Jeux Olympiques. Donc après voilà, c'est une sélection. Mais c'est OK. 8, c'est bien parce que c'est le minimum, parce que voilà, on sait jamais ce qui peut se passer en cours de saison. Il peut, malheureusement, je touche du bois, mais il peut y avoir quelques blessures. Et on a besoin voilà d'être 8 pour matcher à Mmh. l'entraînement, pour faire du 3-3. Donc donc voilà, donc après l'objectif pour moi, au cours de l'année, parce que voilà, c'est toujours comme ça que ça se passe, on prévoit l'année d'avant pour savoir ce qu'on fait après. Au cours de l'année, voilà, il va y avoir des discussions avec des clubs de 5-5 pour pouvoir me trouver un projet Mmh. post-jeu. Voilà, mais pour l'instant, je sais pas du tout, c'est encore un peu Mmh. tôt, je sais pas du tout ce que je vais faire et ce que je veux faire. Enfin, je sais Ouais. quel projet je veux, mais pour l'instant, je Ouais. rien n'est concret. C'est ouf, et c'est presque dommage que ce soit pas sur des cycles de 4 ans pour préparer les futurs JO, et que ce soit juste sur un cycle d'un an, parce que ça veut dire que bah, il y a une instabilité même pour vous en tant que joueuse. Ça veut dire que dès que les JO sont finis, en plus t'as aussi entre guillemets le risque de pas être sélectionné dans l'équipe, donc de t'entraîner pendant un an à 8, puis voilà, pour blessure ou autre tu fais pas les JO, puis tu te retrouves sans contrat et tout. Enfin, le risque en tant qu'athlète il est quand même important. Bah, il est important, mais enfin, en fait, c'est entre guillemets la loi du sport. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, si je signe dans un club 2 ans, que je suis en fin de contrat et que j'ai fait une mauvaise saison et que j'ai pas de projet, Mmh. c'est un peu Mmh. le même esprit. Après, aujourd'hui, on est quand même, voilà, les joueuses françaises sur le marché. Il y a pas de chômage chez nous. Mmh. C'est un peu le plein emploi. Ce qui fait qu'on est quand même Mmh. des denrées rares, ce qui fait qu'on arrive toujours à se trouver un Mmh. projet quoi qu'il arrive. Il y a des joueuses, elles passent un an en étant blessées, elles arrivent à retrouver un projet derrière. Donc nous aujourd'hui, même si il y a 4 joueuses qui vont se retrouver à pas faire les Jeux Olympiques, on va passer une année à s'entraîner, à progresser Mmh. individuellement, et ça servira toujours. Donc Mmh. je suis pas forcément inquiète pour nous toutes. On va forcément retrouver des projets. Mmh. Alors est-ce qu'on va retrouver des projets à la hauteur de ce qu'on aurait aimé en étant absente un an du 5-5? Je ne sais pas. Mmh.
Mais en tout cas, je suis pas inquiète pour la suite de nos carrières respectives. Et encore une fois, c'était aussi un choix de notre part. On savait très bien dans quoi on allait s'engager. Euh, et je pense que voilà, Mm. le jeu en vaut la chandelle, comme on dit. Mais c'est vrai qu'il y a cette part de Mm. risque. Mais j'ai envie de dire, dans une carrière professionnelle, ce risque, il est omniprésent et tout le temps, quoi. Mm. Préparer aussi une Olympiade sur Mm. 4 ans, à faire que ça aurait été. Enfin, moi, j'aurais pas. Je peux pas me passer de compétition pendant 4 saisons, même Mm. si on joue l'été au 3-3. Voilà, j'ai aussi des ambitions au 5-5 C'est évidemment, pas et suffisant. je pense que voilà les jeux, même si aujourd'hui, bah ouais, même si les jeux là on va travailler toute l'année pour ça. Ce que je veux dire, c'est que on y est quand même depuis des années. Enfin, je veux dire, moi j'étais présente à Tokyo, on finit quatrième. Enfin, les Jeux, c'est un objectif depuis que c'est passé Mm. olympique, donc depuis 2017. Donc forcément, en fait, chaque été, on se prépare aussi en vue de cette grande échéance qui aura soit l'année d'après, soit 2 ans après. Mais c'est toujours, voilà, c'est une immense autoroute. Il y a plein de péages et euh, et on Mm. doit les Mm. passer les étapes les unes après les autres. Mais évidemment, on a toujours ce gros objectif chaque année dans la tête parce que notre discipline, elle est olympique, tout simplement. Mm. Mm. Ah, c'est génial. Et comment tu vis, donc vu que vous êtes 8 et que vous êtes 4 à faire les JO, est-ce que du coup pour chaque tournoi, j'en conclus que vous êtes à chaque fois 4 et qu'il y en a 4 qui restent à quai? Ça c'est la première question. Et deuxième question, comment vous vivez de t'entraîner en même temps, parce que c'est un sport co, donc il faut tout vous tirer vers le haut, et en même temps, vu que tu sais qu'il y en a 4 qui vont être sélectionnés et 4 qui restent à la maison, il y a une concurrence. Donc comment tu gères la concurrence et en même temps l'amitié, le fait que ce soit un sport co et qu'il faut tous jouer ensemble puisque c'est la base de votre sport? Bah, alors déjà, moi, le projet n'a pas réellement commencé. On commence le 9 octobre aujourd'hui, donc on est le 29 septembre. Donc il y a la majorité des questions que je peux pas encore répondre parce Ok. que c'est trop tôt. Après, de manière générale, c'est voilà, dans les saisons Ok. estivales, évidemment, quand on fait des préparations, on est déjà dans ce cas-là, c'est-à-dire qu'on sait que pour le championnat du monde, les coupes d'Europe, les Mm. tournois, il y aura que 4 places et 4 joueurs sélectionnés. Donc forcément, c'est alors ce qu'on arrivait à instaurer en 3-3, c'est un je sais pas comment c'est fait, pourquoi, mais je trouve qu'on est la concurrence, elle est vraiment saine. C'est-à-dire que je trouve que c'est hyper primordial surtout de garder en fait tout le monde concerné parce qu'au final, l'équipe de France est une des meilleures équipes du monde et Mm. aujourd'hui, c'est vrai que des fois quand on match les unes contre les autres à l'entraînement, c'est peut-être des fois plus dur que ce qu'on peut rencontrer en match. Donc il est important de garder ce niveau, Ok. ce haut niveau pour nous préparer et être au mieux sur les compètes. Mais on est toutes, je pense, potes en dehors du terrain, ce qui fait déjà une grosse différence. Et il y a vraiment cette notion de solidarité et de faire attention à l'autre. Et après, je pense qu'il y a aussi la part du staff qui doit avoir une bonne communication, dire les choses telles Mm. qu'elles sont. Aujourd'hui, voilà, ce serait mentir de dire qu'il y a des filles qui sont, toutes les filles sont au même niveau. C'est faux. Aujourd'hui, il y a des filles qui sont plus en avance que d'autres par, par l'expérience, par le palmarès, par le niveau qu'elle propose sur les compétitions. Mais voilà, tout le monde sait que l'équipe de France n'appartient à personne. Donc ces joueuses qui sont dans ces postures-là un peu plus favorables, entre Mm. guillemets, elles se dépassent toujours pour prouver, reprouver et qu'on leur prenne pas, entre guillemets, leur place. Et Mm. derrière, ça Mm. pousse pour Mm. justement essayer de prendre la place des autres, mais toujours dans un climat de compétition saine. Et ce qui fait qu'en fait, on se tire tous la bourre pour être les meilleurs possibles. Et pour l'instant, ça fonctionne comme ça. On n'a pas eu trop de problèmes. Mais encore une fois, on se regroupe toutes euh, dans sur des temps quand même assez courts l'été. Voilà, une préparation, par exemple pour la Coupe du Monde, elle a duré 10 jours, donc on se côtoie 10 jours. Là, on va se Mm. côtoyer toute une année. C'est la première fois que ce sera entre guillemets Mm. pas notre échappatoire le 3-3 parce que ce sera ce qu'on fera au quotidien. Mm. Et donc peut-être que ça changera. Ça, j'en sais rien du tout. Mais en tout cas, actuellement, voilà, c'est sain. Les gens savent, les gens savent. Et du coup, le fait de savoir où est-ce qu'on en est, à quoi on peut aspirer, etc. Je pense que ça a fait faire les choix en fait des gens en connaissance de cause et ils se retrouvent pas Mm. le dos au mur le jour où ça arrive parce qu'ils savaient déjà au préalable quoi. C'est Mm. soit tu acceptes le projet tel qu'il est hein, aussi avec ta place actuelle et là où tu Mm. peux aller, certes, mais voilà, c'est comme ça et donc les gens se sont investis en connaissance de cause.
Top, top. Et je reviens sur le basket à 5. Il y a quel championnat, alors on pense à la WNBA, il y a quel championnat en Europe qui on va dire qui est supérieur aux autres, et en tant que joueuse, toi, où c'est que t'aimerais jouer, à part peut-être en France, en Europe ou à l'étranger? Alors, la WNBA, donc, c'est l'été. C'est un peu comme le 3-3, c'est une saison estivale. Donc, les filles, je crois qu'elles matchent de mai jusqu'à, là, on est en période de play-off, donc le titre, c'est jusqu'à octobre. Hmm. Et le reste de l'année, en Ok. fait, il y a des Américaines, la plupart des Américaines, elles vont en Europe. Donc, pour moi, le championnat français, c'est le championnat le plus compliqué en Europe, parce que toutes les équipes sont ultra compétitives. Le championnat, il est ultra homogène. Et, euh, et c'est dur, c'est dur. Il y a la dimension physique aussi qui est, je pense, plus important que dans d'autres ligues. Ce qui fait que, en fait, quand tu joues une Coupe d'Europe, donc tu joues 2 matchs par semaine, tu joues le mercredi où c'est Hmm. dur parce que le niveau est tel que voilà, c'est une Coupe d'Europe. Et puis, enfin, je reviendrai sur les Coupes d'Europe, mais le week-end où tu sais que le premier il peut perdre contre Hmm. le dernier sur un Hmm. malentendu quoi. Donc en fait, c'est un championnat qui est long, qui est dur et c'est comme ça c'est réputé ici en France. Après, il y a d'autres bonnes ligues comme le championnat espagnol, le championnat turc, où en fait on va peut-être retrouver des meilleures joueuses parce qu'aujourd'hui en France on a de l'argent, mais avec les impôts, le système d'impôts et même de manière générale, je pense qu'on paye moins les joueuses que dans certains clubs. On attire peut-être moins de grosses joueuses. On en attire de plus en plus parce que je pense que l'attractivité de la ligue, le fait que ça peut être un tremplin pour d'autres grosses écuries en Europe, Hmm. ça peut être vraiment une expérience. Mais aujourd'hui, voilà, quand tu as un Fenerbahçe qui peut te payer, j'en sais rien, Rihanna Stewart par exemple, qui est actuellement MVP, qui a été élu MVP de la WNBA, qui est Hmm. voilà, qui est une joueuse qui évolue en équipe des USA, etc., qui est une des meilleures joueuses actuelles du monde. Quand on voit qu'elle est payée au Fenerbahçe, qu'elle a $1 million l'année, aujourd'hui en France, personne n'est payé $1 million l'année. Hmm. Hmm. Voilà, donc alors j'ai dit 1 million, mais je sais même pas si. Bon bref, en gros c'est l'idée quoi. Et mais Et, donc du coup, l'Euroleague c'est pour moi le championnat le plus compliqué. Enfin là il y a 2 coupes d'Europe, il y a l'Euroleague et l'Eurocup. L'Eurocup le niveau hmm. est très hétérogène, c'est-à-dire que le Ouais. champion, les équipes qui se Hmm. qualifient, comme il y a 32 équipes, des fois il y a des équipes, c'est pas forcément ultra compétitif. Il faut arriver, quand on arrive au quart de Hmm. finale, c'est là que ça commence à avoir des très bonnes équipes et là ça devient entre guillemets plus intéressant. Et l'Euroleague du coup c'est les meilleures nations et c'est un championnat pour le coup, c'est pas des poules comme l'Eurocup, c'est un championnat donc on est 8 équipes et Hmm. donc forcément bah, ça fait 7 matchs aller, 7 matchs retour donc 14, donc ça fait en fait un cumul de 2 championnats. Et ce championnat-là, alors moi je le trouve très fort, pas défensivement. Je trouve par exemple qu'en France on est plus dur défensivement, que c'est plus dur c'est plus dur d'attaquer en France. Par contre, en attaque, comme il y a des joueuses vraiment de talent, la moindre erreur que tu peux faire, tu la payes cash. Hmm. Encore plus que dans n'importe quelle Hmm. ligue, je pense. Donc voilà un petit peu pour ce qui se passe en Europe. Après, je sais que voilà, il y a des championnats aussi en Australie. Il y a déjà des joueuses qui sont allées là-bas. Hmm. Mais je sais pas trop Hmm. comparer en termes de niveau ce que ça peut donner. Donc voilà. Et donc, pour répondre à ta question aussi, de Ouais. savoir où est-ce que moi j'aimerais jouer. Alors moi, depuis quelques années, je joue en Euroleague avec Basketland. J'ai fait 3 campagnes. J'en avais fait une à Charleville, donc j'ai fait 4 ans. Et j'aime vraiment évoluer dans cette compétition-là parce que c'est la compétition maîtresse, la plus Hmm. prestigieuse. Donc moi, au-delà de jouer quelque part, c'est surtout jouer dans une équipe où j'aurai un rôle important dans une équipe Euroleague qui vise le haut de tableau, quoi. Enfin, qui vise d'aller loin. Voilà, ce serait là où j'aimerais jouer, que ce soit en France ou ailleurs. Voilà, ce serait pour moi l'idéal. Hmm. Hmm. Ok, ok, super. Et je reviens sur la différence entre le basket à 5 et le basket à 3 contre 3. Physiquement et techniquement, c'est quoi les différences majeures pour toi? Alors physiquement, le basket 3-3 est beaucoup plus impactant que le basket 5-5, même si ça dure moins longtemps. Euh, En fait, Hmm. c'est pas le même effort. C'est-à-dire que dans le basket 5-5,
Voilà, ça dure 4 fois 10 minutes. Mais voilà, à l'intérieur de la phase de jeu, il y a forcément des moments où, alors ça dépend encore quel poste de jeu, parce que quand on est à la main, on se repose peut-être Ouais. moins que d'autres postes, parce que voilà, on prend les gens tout terrain, on doit monter la balle, etc., etc., réfléchir, annoncer. Mais voilà, il y a toujours un moment donné dans le système où quand on fait la passe, bah, on reste sur place. Voilà, on occupe un espace sans vraiment bouger et ça nous laisse des temps. Voilà, il y a des lancers francs, il y a des arrêts de jeu, là où on peut souffler et récupérer. Au 3-3, ça n'existe pas ça. Mm. C'est-à-dire qu'on s'arrête jamais. On fait Mm. des efforts, voilà, qui peuvent durer 1 minute 30 avant d'avoir un petit arrêt. Ce qui fait que c'est pas le même genre d'effort et c'est quand même beaucoup plus cardio le 3-3 et surtout comme entre guillemets le contact physique est plus permissif, ce qui fait que ça te demande un peu plus d'énergie pour faire la même chose Mm. que tu ferais en 5-5 parce que voilà, il y a un peu plus de contact toléré, Ok. etc. Donc pour moi, c'est beaucoup plus impactant le 3-3. Euh, dans l'enchaînement, dans la répétition. Euh, En plus, il faut se réchauffer entre les matchs. C'est des choses qui sont pas habituelles. Enfin voilà, c'est des choses comme ça Ouais. C'est des qu'il faut tournois, hein. faire. Mm. Ouais, c'est des tournois, donc on peut avoir au maximum 3 matchs dans la journée. Et déjà 3 matchs, Mm. ouais, c'est impactant quoi. C'est Ben, beaucoup. Mm. on peut avoir 3 matchs en Et, 2 heures des fois, donc c'est pas et facile. ouais. Et combien de temps tu as par match et qu'est-ce que tu fais en récup et qu'est-ce que tu fais en échauffement parce que je suppose que ton dernier échauffement de la journée, si c'est ton troisième match, tu commences à en avoir un peu ras la casquette pour être poli Ouais, de t'échauffer et tout clairement. ça et donc comment tu ajustes? Ouais. Euh, alors, juste, je finis techniquement parlant, je pense que un joueur de 3-3 se doit d'être plus complet qu'un joueur de 5-5, je pense, s'il veut être un bon joueur de 3-3. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on peut pas être en 5-5, on peut être peut-être un peu plus stéréotypé, ou alors on stéréotype les gens, parce qu'il y a ça aussi. Il y a des gens qui savent un peu faire tout, mais Ouais. comme ils ont un point Mm. fort un peu plus développé, on va vraiment axer sur ça et on va peut-être laisser les points où ils sont un peu moins forts à Mm. quelqu'un qui est son point fort. Alors qu'au 3-3, comme on a beaucoup plus de responsabilités, Ok. beaucoup plus la balle, beaucoup plus de tentatives, en fait, tu peux Mm. te dévoiler plus. Et donc, un bon joueur Tout de être 3-3, c'est quelqu'un qui est dangereux, qui va se lâcher vers le cercle, donc qui va se projeter vite vers le cercle, qui va finir, quelqu'un qui est capable de tirer à 2 points, donc derrière la ligne à 3 points dans le basket traditionnel. Voilà, c'est quelqu'un qui est un peu plus polyvalent. mm. Enfin, plus un joueur il est polyvalent et plus il pourra se débrouiller en 3-3 parce qu'il y aura beaucoup plus d'espace pour qu'il s'exprime. Et du coup, pour répondre à ta question, alors généralement le premier, Mm. en fonction de quand est-ce que enfin, le tournoi commence, généralement c'est toujours l'après-midi. Euh, le matin, il y a toujours une activation. Mm. Parce que et ça c'est même c'est parce que ça c'est pareil qu'au basket 5-5, c'est histoire d'arriver sur la compète en ayant déjà fait quelque Mm. chose, en ayant déjà déverrouillé son corps, etc. Et ensuite le premier entraînement, le premier échauffement, il est toujours celui qui est le plus complet. Donc ça veut dire que donc nous dans nos routines d'échauffement, on a un temps personnel où dedans on intègre de la mobilité, des échauffements avec Mm. élastique pour du renforcement musculaire et échauffement des muscles tout simplement, des échauffements balistiques aussi, euh, des étirements pardon balistiques. Ensuite on passe sur la partie course tous ensemble. On a une partie un peu réactivité avec des balles de tennis, des choses comme ça. Et ensuite on a une Mm. partie un peu plus Mm. basket où voilà on s'échauffe avec le ballon tout simplement. Et derrière, on a une petite poussée où on fait monter vraiment le cardio, histoire de Trop voilà bien. d'arriver sur un second Mm. souffle déjà prêt pour l'échauffement, quoi. Et donc sur l'ensemble de cet échauffement-là, bah, plus on se réchauffe et plus on squeeze des choses. C'est-à-dire que la mobilité, on la fait pas tout le temps. Voilà, une Mm. fois que on a fait le Mm. premier match, la mobilité, voilà, notre corps il est chaud et il est déjà prêt à suivre. On peut peut-être en faire si jamais, voilà, on estime que il peut y arriver des fois on est 3 heures entre 2 matchs. Et donc là, peut-être Mm. que rajouter un petit pic de mobilité, ça peut pas faire de mal pour certaines. Et encore une fois, voilà, Mm. c'est connaître son corps et analyser ses besoins. Mais voilà, généralement, ce qu'on garde au fur et à mesure du temps, donc on enlève plein de trucs, mais ce qu'on garde, c'est la course. On se réchauffe, après on réduit le temps de course, mais on garde toujours ça et on essaie voilà de garder toujours la réactivité, un petit temps basket et monter un petit peu en puissance avant de commencer le match. Du coup, on peut squeezer un peu ce qui est partie élastique et tous les temps sont réduits quoi.
Voilà, un échauffement qui a peut-être duré 30 minutes sur le premier match. Bah, peut-être que le dernier match, quand on a enchaîné tout le 10-15. temps, et ben il durera 10 minutes, quoi. Voilà, 10-15 minutes. C'est surtout en fonction en fait de combien de temps on a entre les matchs, comment on se sent aussi, et voilà. Ça dépend de ça surtout. Je trouve que ces formats-là, alors moi j'ai eu la chance de travailler un peu sur du rugby à 7, avec le format de tournoi, tout ça, et de plusieurs matchs par jour, et ça me fait exactement penser à ça, et je trouve que c'est passionnant à gérer, alors en tant que physio, parce que voilà, il y a cet aspect, on va dire échauffement, gros échauffement le matin, puis après il faut vite récupérer, puis en fait tu calcules tout par rapport à on va dire par rapport à l'espace entre les plusieurs matchs que tu as dans la journée, donc tu programmes comme ça, puis tu as des imprévus, tu as des blessés, tu as des trucs qui se rajoutent, et je pense qu'en tant qu'athlète ça doit être passionnant aussi, parce que comme tu le dis, dans ton échauffement, tu as une part en autonomie, et donc faut aussi bien te connaître et savoir où tu en es, tu vois, sur ta jauge un peu d'énergie par rapport à la journée, en te disant, ben, est-ce que j'envoie tout sur ce deuxième match, sachant qu'il m'en reste encore un autre, ou est-ce que je gère un peu, mais en même temps, c'est un gros match quand même, donc je peux pas trop gérer, il faut que je sois à fond, tu vois. Donc, je trouve que c'est vraiment ces aspects de tournoi, puis surtout que tu as le lendemain aussi, c'est ça? C'est ça dépend quelle est voilà, une Coupe du Monde, c'est sur 6 jours, donc on a le temps. Il y a 4 matchs il y a 4 jours de poule, et donc il y a 4 jours de poule parce qu'on on est 4 poules. Il y en a 2 qui jouent un jour, 2 qui jouent l'autre jour, ce qui fait qu'en fait t'as un jour off entre les trucs. Le dernier jour, l'avant-dernier jour, t'as le 8e si tu passes par un 8e et le quart, et le dernier jour t'as la demi et la finale. Ça c'est la Coupe du Monde, donc c'est un peu un format où t'as le temps de récupérer. La Coupe d'Europe, c'est un peu pareil, sauf que c'est sur 2 jours les phases de poule. Donc si tu commences le premier jour, t'as un jour off entre les deux avant les phases finales. Si tu joues le deuxième jour, bah t'enchaînes par contre. Et nos World Women's Series, par contre, ça c'est les formats pour moi qui sont un peu plus durs. C'est sur 2 jours, et en fonction du format, si on est 8 équipes ou 12, on a soit 3 matchs de poule, soit 2 matchs de poule. Et le lendemain, c'est soit ta quart demi-finale ou soit ta demi-finale, finale. Et il y a pas de match de classement par contre. Quand tu perds, c'est fini. Donc ça, c'est pas mal enchaîné, parce que du coup, par exemple, quand t'arrives, que tu joues le dernier quart, que tu enchaînes ta demi et ta finale, t'as 3 matchs en 2 heures, et t'as déjà 2 matchs dans les jambes de la veille, quoi. Donc, tu vois, ça c'est énorme. Tu vois, sur notre dernière Coupe d'Europe, là, on se fait sortir en quart de finale. On a fini à 22h la veille, et on a rejoué à 8h30 le lendemain. Donc, tu vois, la récup, elle est moindre. Donc, et les jeux, c'est encore qu'est-ce que tu fais du coup en récup? Vas-y. Alors, du coup, juste pour finir, les jeux, c'était encore un autre format. Ça, c'était dingue, parce que on a joué 5 jours. En fait, c'est une grande poule de 8, les jeux. Et donc, tout le monde s'affronte. Après, il y a un classement de 1 à 8. Les 2 dernières sont éliminées. Les 2 premières sont qualifiées direct en demi. Et de 3 à 6, ça croise par un quart de finale. Du coup, donc tu tapes 2 matchs par jour pendant 5 jours. Et nous, on est passé par ce match de barrage, les 8e. Ce qui fait, en fait, que t'arrives, tu joues ta finale ou ta petite finale ou n'importe quoi. T'as déjà 9 matchs dans les jambes en 4 jours. Et ça, c'est dur. Ça, c'est la compétition la plus dure que j'ai jamais faite, que ce soit en 5-5 ou en 3-3. Les jeux, c'était une machine de guerre. Là, pour Paris, ça va être un peu différent, parce que ils ont intercalé des jours de repos. Ils ont eu l'intelligence d'intercaler des jours de repos dans le format. Donc, après, ça a son inconvénient. C'est-à-dire que quand tu as un day off, ben, il faut, je pense, suffisamment rester active pour pouvoir garder le rythme. Mais ça fait du bien aussi pour les corps de se reposer un peu. Mais au moins, quand tu enchaînes, t'es dans le rythme et tu deviens une machine, quoi. Tu fais le truc. Et donc, pour répondre à ta question, qu'est-ce qu'on fait en récup? Ben, on fait ce qu'on fait. Hein. Déjà, on essaie de vraiment privilégier le sommeil, parce que ça, c'est quand même le sommeil le plus enfin, c'est la chose la plus récupérateur pour nous, même si des fois, c'est pas la sensation qu'on peut avoir, ou alors c'est la chose qu'on néglige peut-être. Donc, on essaie de bien dormir. Et après, voilà, il y a toutes les techniques annexes. Hein. On citera bien. Il y a des massages de récup à disposition, parce qu'on a des kinés avec nous. Les bains froids, les pistolets de massage, se mettre les jambes en l'air, avoir des bas de contention, bien manger. Enfin voilà, toutes les choses qu'on met en place, quoi. C'est vraiment, c'est énorme, et c'est bizarre que le format, tu vois, au final, c'est le même sport, parce que c'est à chaque fois du 3-3, mais
j'ai l'impression qu'il y a 50 formats différents encore et donc 50 organisations possibles, tu vois, entre les JO et ce que tu disais, les autres. Là, il y a pas du tout d'homogénéité. Soit c'est sur 5 jours, soit c'est sur 2, soit tu vois. Bah, en fait, c'est parce que chaque compétition a son format, tu vois. Le championnat du monde, on est 16 Mm. équipes. En Coupe d'Europe, on est 12 équipes. Les Jeux, on est 8. Donc forcément, c'est jamais les mêmes choses. Les Mm. WS aussi, donc c'est la World Women's Series, c'est notre championnat de l'été. C'est comme le tennis, on a des Mm. stops régulièrement, plein de tournois. Et l'ensemble de ces tournois, à la Ouais. fin, fait un classement général des nations et il y a les phases finales. Un tournoi qui est la finale de ce grand championnat. Et donc, sur ces tournois-là, on peut être soit 8, soit 12. Et donc 8, c'est 2 poules de 4, alors que 12, c'est 4 poules de 3. Donc t'as pas le même nombre de matchs, tu vois, c'est Mm. différent. Voilà, c'est encore une organisation différente. Mais oui, c'est vrai de toute façon, le 3-3, pour quelqu'un qui connaît pas, c'est compliqué parce qu'il y a plein de catégories, il y a différents trucs. Les gens ils disent mais pourquoi il y a des U24 Ouais. dans votre tournoi? Pourquoi c'est qui les U23? Pourquoi c'est pas le même roster? Et pourquoi? Enfin voilà. Donc c'est pas facile à suivre, mais au final quand on connaît c'est pas si simple que ça. Il faut juste connaître quoi, tout simplement. Ouais, ouais. Et quel temps c'est le match? T'as une mi-temps, t'as demi-temps? Pardon. Non, c'est 10 minutes. 10 minutes ou 21 points. Donc si quelqu'un Ah, c'est intéressant parce que 21 même points. tactiquement, tu Ah peux oui. te dire, est-ce, ouais, ouais, c'est intéressant parce que tu peux te dire même tactiquement, alors plus vite on marque et plus vite on score et plus vite, si possible, on arrive à 21 points, peut-être qu'on aura plus de récup. Mais si tu attaques, tu t'exposes aussi peut-être. Enfin, même tactiquement, c'est intéressant d'avoir une fait en fonction du temps ou en fonction du nombre de points. Ouais, après si tu veux, on se dit pas parce que qu'on marque vite ou pas, on va mettre la même intensité, donc ça change fondamentalement pas trop les choses pour nous. Enfin, Mm. c'est pas un point de tactique qu'on met en place. Par contre, oui, c'est sûr qu'on se dit toujours que quand on commence à arriver vers 21 points, on se dit toujours, bah les filles, voilà, surtout quand on commence sur des matchs couperés, par exemple, Ouais, quand tu arrives en on quart de peut. finale, tu te dis, bon, bah voilà, Mm. si je finis le match en 7 minutes au lieu de 10, et ben voilà, j'aurais gagné 3 minutes de Mm, récupération. Et mm, ça, c'est des mm. choses qu'on se dit, mais on n'en fait pas une stratégie non plus, quoi. Parce que ça va de soi, quoi. Plus tu marques Ok. et plus tu te rapproches de la fin, ça, c'est sûr. Ouais, ouais, Donc voilà, mais aujourd'hui, le ouais. niveau, il est vraiment de plus en plus fort chaque année. Les nations deviennent de plus en plus fortes. Elles mettent un peu les moyens dessus et surtout, voilà, elles se développent. Et du coup, voilà, des matchs à 21 points, c'est pas toujours facile. Enfin, moi, je sais que quand j'ai Mm, commencé en mm, 2018, on allait souvent à 21 points et on avait même des gros écarts. Et plus le temps passe et moins les écarts sont importants et mm. moins on va en 21 points, quoi. Les grandes nations, les grandes équipes au 3-3, c'est qui? Nous, on fait partie de ces grandes nations. Il y a les USA, la Chine, le Canada. Là, les Pays-Bas ont été championnes d'Europe. Il y a l'Espagne aussi. Enfin voilà, c'est des nations. C'est toujours un peu les mêmes nations contre qui on croise quand on va plus vers le haut. Mais voilà, on Ouais. n'est jamais à l'abri d'une surprise. Voilà, on se fait sortir par exemple par le Portugal en championnat d'Europe. On les a joués tout Mm, l'été. On n'a jamais gagné facilement, mais on avait toujours gagné. Et là, on se fait mm. sortir là quand il faut pas. Mais voilà, c'est tout ça pour dire que c'est jamais facile. Et plus tu as le statut de favori, et plus tout le monde veut te taper. Donc voilà, c'est la phrase qui dit Mm, le plus dur, c'est pas d'arriver au top niveau, c'est d'y rester. Ben, mm, ça prend tout son sens vraiment. mm, mm. Ah, super, c'est passionnant. Et Marie-Ève, alors si on revient sur ta carrière à toi un peu plus personnelle, est-ce que tu peux nous expliquer ce que tu as eu comme blessure et comment tu l'as géré? Alors, je touche du bois d'abord. Je suis très. Euh, alors moi, j'ai eu la chance de pas avoir beaucoup de blessures. J'ai mon petit péché mignon, c'est mes chevilles. J'ai eu des multiples entorses à répétition sur chaque cheville, ce qui fait qu'aujourd'hui, Mm, je pense que mes ligaments ne sont pas jolis à voir sur les images, mais en tout mm, cas, mm, voilà, mm, mm. aujourd'hui, je fais ce qu'il faut pour arriver comment dire,
à jouer sereinement en fait. J'ai des chevillères évidemment que je quitte pas. Enfin, quand je fais de l'opposition, je m'embête plus avec ça parce que j'ai essayé déjà de revenir, de l'enlever pour pas m'y habituer. Sauf que je remarche toujours sur un pied à un moment donné et la fatigue s'accumulant, tout ça avec mon poste de jeu où je suis tout sans arrêt en train de regarder à droite, à gauche, de regarder. Je suis peut-être moins concentrée sur moi, ce qui fait que voilà les blessures sont revenues. Donc voilà, pour pas m'embêter et passer ma vie en dehors des terrains. Voilà, je mets mes chevillères et on n'en parle plus. Et voilà, maintenant, je me suis, voilà, mon plus gros arrêt, ça a été suite à, voilà, à une entorse de cheville. Et alors, j'avoue que sur mes premières entorses, grosses entorses, j'ai, j'ai pas du tout respecté les délais enfin, comment dire, je l'ai mal soigné, quoi. Ce qui fait que c'est pour ça qu'aujourd'hui, j'ai des chevilles qui sont pas au top. Donc ça, c'est un conseil que je donnerais aux jeunes. En tout cas, si moi j'ai des enfants, je les obligerais à vraiment prendre le temps de récupérer. Mais voilà, j'étais jeune, donc moi j'avais qu'une envie, c'était revenir sur les parquets, peu importe ce que ça peut en coûter. Mais et voilà, et peut-être que à l'époque le staff médical dans lequel j'évoluais, bah ils auraient dû être un peu plus fermes avec moi, peut-être aussi. Mais voilà, donc sinon j'ai pas eu de grosses blessures à part ces chevilles-là. Voilà, j'ai déjà eu, j'avais une aponévrosie plantaire aussi, ce qui m'a valu une PRP, mais voilà, je me suis jamais arrêtée. Enfin voilà, c'est juste que maintenant aujourd'hui, je connais un peu plus mon péché mignon. Je sais que voilà, tout ce qui est au niveau des pieds, il faut que je fasse vraiment attention. Donc ça passe de l'entretien de mes semelles orthopédiques à la paire de baskets que je vais choisir et au modèle. Ça passe aussi par tout ce qui est prévention, donc avoir des soins régulièrement. Je vais deux fois par semaine chez le kiné, même si j'ai rien, soit et je fais toujours la même chose, quoi, des massages de récup parce que j'ai la chaîne postérieure qui est ultra tendue. Donc, c'est important chez moi de la détendre du mieux que je peux. Donc, je m'étire aussi. J'ai fait un gros travail d'assouplissement et de mobilité, ce qui me fait qu'aujourd'hui, je me sens beaucoup mieux je pense que je vieillis mieux, du coup, grâce à ça. Mais voilà, j'ai pas eu de grosses blessures, qui m'ont éloigné des parquets pendant longtemps, quoi. J'ai eu cette chance-là, en tout cas. Je croise les doigts parce que Et justement, spécifiquement pour tes chevilles, donc tu as dit que tu mettais des chevillères. Est-ce que tu fais quelque chose, comme tu disais, en prévention, c'est-à-dire tu fais du renfort, du triceps, tu fais travail de l'équilibre, de la pliométrie, des trucs comme ça. Est-ce que c'est quelque chose que tu fais tout au long de la saison, ou est-ce que c'est ça plus un échauffement spécifique par rapport à ça, ou tu vois vu que tu sais que c'est quelque chose que tu as déjà eu et que ben voilà que tu gères, comment tu le travailles tout au long de la saison et en échauffement avant une oppo ou avant un match? Alors c'est de l'entretien, c'est-à-dire que combiné à ces soins, évidemment, je travaille avec ma meilleure amie qui est aussi préparatrice physique, donc elle me connaît très bien. Et en fait, on met en place plein d'exercices de mobilité. Donc spécifiquement pour les chevilles, je travaille vraiment ma mob de cheville parce elle est déplorable. Parce que c'est vrai que j'ai pas du tout de flexion dorsale pour le coup. C'est comme ça. Euh, c'est comme ça. Mais voilà, donc je fais du renforcement évidemment avec des élastiques, le classique quoi. Je tire mon pied sur les côtés, vers l'avant, vers le bas, donc assez régulièrement. Donc voilà, c'est des choses. Voilà, ma mob, je vais la faire une à deux fois par semaine. Les renforcements, c'est pareil. Et c'est vraiment un travail de fond, quoi. C'est pas que mes chevilles, c'est vraiment c'est de l'entretien de mes muscles profonds pour être beaucoup plus gainé, donc beaucoup plus équilibré. Tout ce qui est renforcement de la chaîne postérieure, de la chaîne antérieure, les genoux, la mobilité de tronc. Enfin voilà, c'est un ensemble. Et je fais ça tout le temps, toute l'année, parce que c'est important et c'est vrai qu'aujourd'hui, je remarque avec un peu de recul que je me fais beaucoup moins la cheville qu'avant, parce que je pense que physiquement, je me sens plus prête, je me sens mieux. Je fais de la pliométrie, évidemment, parce que, alors la plio, c'est avant tout pour un travail d'explo que je le fais, mais du coup, c'est enfin, par essence, ça travaille Ça aussi, bénéficie. voilà, le gainage et la tonification de ta cheville. Je fais beaucoup de protocoles Stanish aussi, parce que pour mes aponévroses, je travaille avec des floss bands dans le renforcement. Enfin voilà, c'est des choses que je fais vraiment toute l'année. Je fais pas ça tous les jours, tout le temps, parce que sinon ça me prendrait 2 heures rien faire de tous mes protocoles. Mais c'est voilà, un jour un protocole.
ce qui fait que voilà, sur la semaine, j'arrive à recouvrir l'ensemble de mon corps. Et donc ça, c'est au quotidien. Et le jour où voilà, j'ai pas d'échauffement spécifique, par exemple sur mes chevilles avant un match, parce qu'elles vont bien. Je pars du principe que quand ça va, on va pas sursolliciter les choses plus que ce qu'elle elle est déjà sollicitée. Par contre, le jour où je sens une petite gêne ou j'ai une petite douleur, bah là, j'ai tout de suite des exercices que je vais mettre en place pour chauffer un peu plus la partie. Voilà, si j'ai mal aux aponevroses, bah voilà, mes protocoles, ils vont être peut-être plus axés sur voilà, sur rouler mon pied beaucoup plus que ce que je fais d'habitude. Ça passera aussi par des bains de glace, chose que je fais que quand je ressens le besoin de le faire, au-delà de la récup, bien sûr. C'est travailler sur le grippé et toute cette mobilisation des doigts de pied. C'est des choses que je mets plus en place à l'instant T parce que j'en ai besoin, quoi. Ok, top. Marie-Ève, est-ce que tu as une journée type? Alors, tu disais justement que le nouveau projet avait pas encore commencé, mais est-ce que tu sais déjà quelle organisation vous allez avoir? Quand est-ce que vous allez vous entraîner? Est-ce que vous allez faire de la muscu durant ces journées? Est-ce qu'il y aura de la récup et des soins tous les jours? Tu vois, comment vous allez faire? Bah, en fait, moi, j'imagine que ce sera un peu comme en équipe de France. Alors, les contenus seront forcément différents, hein, et on aura plus le temps d'aller en profondeur, vu qu'on fera que ça et on n'est pas dans un objectif de performance immédiate, puisque là, on aura le temps vraiment de se préparer. Donc, moi, j'imagine une journée type, ce sera se lever, petit déjeuner. On a un temps. Je sais que notre coach, il aime bien qu'on aille déjeuner un peu tôt pour laisser les filles qui ont un peu besoin de temps de digérer, de pas arriver lourdes à l'entraînement. Donc, généralement, une journée type, voilà, ça commence à 8h30 petit-déj. On s'entraîne à 10h, on fait 10h midi. Alors, on a une plage horaire de 2 heures, mais généralement, les entraînements, ils durent 1h30. Mais du coup, après, forcément, on arrive avant pour s'échauffer, faire nos protocoles. Et on peut rester après, si on a besoin de faire un peu de rab, un peu de shoot, etc. Donc là, j'imagine que sur les premières semaines, ça va être du travail basket technique, individuel, et puis du travail aussi physique. Là, j'ai vu les 3 premières semaines qu'on va avoir. Donc là, on va reprendre par une semaine de cohésion. Donc, on va faire plus une reconnexion avec les activités en pleine nature. Voilà, je pense qu'on va peut-être aller camper ensemble. Enfin, voilà, un truc qui va nous lier, marquer des choses. Après, j'ai vu que le deuxième, on était dans du développement, enfin de la puissance. Et la troisième semaine, on est dans la résistance. Donc là, je pense qu'on va avoir comment dire, des efforts physiques qui vont nous mettre dans le dur forcément, parce qu'on va devoir bosser euh, notre capacité à encaisser à répéter les efforts à haute intensité et tout ça. Donc, je pense que on va travailler en ce sens-là. Et donc, si on fait 10h midi, après on mange, on a un temps de sieste et l'après-midi on retourne à l'entraînement, donc 16h30, 18h30. Après, un jour sur deux, on a bain froid. Le soir, on mange et puis voilà, le soir, soit on est libre, soit on a un temps de réunion, un temps vidéo, un temps. Donc c'est ça une journée type, hein. Donc évidemment, et entre-temps, dans toutes les plages où on est en décharge ou en repos, c'est des plages de soins aussi qui peuvent être proposées aux joueuses. Donc ouais, c'est ça une journée type. Après. Voilà, je pense que là, au niveau des contenus, comme je l'ai dit, ça va être, enfin, en tout cas, moi, c'est ce que j'espère parce que c'est ce que moi j'attends, mais j'en sais rien. Ça va être vraiment du développement individuel spécifique au 3-3. Parce qu'aujourd'hui, en fait, on se développe pas pour notre discipline. C'est-à-dire que quand on arrive du 5-5, on est déjà en forme, mais on se remet en forme en jouant en même temps on se prépare collectivement, en fait, mine de rien, pour l'échéance qui arrive après. Mais on n'a pas le temps de vraiment faire une préparation spécifique au 3-3. Et là, ça va être tout nouveau et j'attends vraiment, voilà, d'avoir des changements notables entre comment je me sens l'été ou comment je me sens là quand je fais que ça, quoi. Ça va être énorme. Ça va être trop bien. Et qui sont tes mentors ou tes sources d'inspiration? Alors, j'ai pas un mentor ou une mentor. Je m'inspire de beaucoup de sportifs que je trouve incroyables. Voilà, je pense forcément à des grands champions. Je pense à Michael Jordan, à Kobe Bryant, voilà, tous ces grands joueurs qui sont encore même en activité aujourd'hui. Par exemple, LeBron James pour sa longévité. Martin Fourcade, pareil, c'est des athlètes qui sont impressionnants de par leur longueur. Céline Dumer, qui a été ma coéquipière pendant longtemps.
Voilà, tous ces grands Teddy Riner, Clarissa Agbenienou, enfin voilà, c'est des grands champions et c'est vraiment des personnalités qui sont inspirantes parce que en fait, on n'est pas grand champion par hasard, quoi. Quand on est sportif, on sait le travail et le sacrifice que ça demande, mais des fois, ça suffit pas. Et d'avoir ce petit truc supplémentaire qui te permet d'être vraiment au top niveau, bah c'est toujours c'est toujours source d'admiration. Et au-delà de ça, ce qui m'inspire aussi, c'est au-delà du sportif, c'est qu'est-ce que les gens peuvent dégager derrière. Aujourd'hui, voilà, par exemple, Clarisse Agbenienou, elle est très engagée dans plein de choses. Voilà, elle se bat pour la cause des femmes. Aujourd'hui, elle revient de grossesse, elle est championne du monde. Enfin voilà, c'est des messages inspirants C'est en fait impressionnant. qu'elle véhicule. C'est impressionnant et voilà, Valériane Ayaï, enfin vu que vous savez vite qui s'est mariée entre-temps évidemment, mais pareil, elle est revenue de grossesse. Enfin, pareil, Anna Philippe, une de mes coéquipières avec qui on a fait les jeux, elles reviennent toutes de grossesse, elles arrivent à retrouver le meilleur niveau. Moi, je trouve ça inspirant, je trouve ça incroyable et c'est des choses comme ça qui voilà qui sont forcément source d'admiration parce qu'on sait tout le travail derrière quoi comme je le dis. Mm, mm, c'est clair que c'est impressionnant d'arriver à gérer sa vie perso et sa vie pro à ce niveau-là, tu vois, d'élite du sport comme ça. Et en plus, quand on sait ce que c'est que d'avoir des gosses et tout ça, c'est chaud à gérer. Mais ouais, non, c'est impressionnant et inspirant. Et en termes de livres, est-ce qu'il y a des livres qui t'ont marqué ou que tu relis des fois sur le sport ou autre? Ah, alors malheureusement, c'est un truc que j'aimerais bien intégrer dans mon quotidien, la lecture, mais je lis pas beaucoup. Alors j'ai pas une référence à donner. Je sais que j'ai lu la biographie de la combattante de MMA Ronda Rousey. C'est un livre Mm. que j'ai particulièrement aimé parce que on, on voit un peu le process, on voit l'histoire de ces athlètes et c'est toujours inspirant de voir que voilà, c'est pas parce que on est enfin voilà que tout le monde en fait tous les grands champions sont forcément passés par un moment de galère quoi. Ils sont pas nés comme ça en étant à ce Mm. niveau-là tout seul ou en ayant la reconnaissance qu'ils méritaient tout de suite quoi. Donc voilà, si je devais citer un livre, ce serait celui-là parce que j'en ai pas forcément lu beaucoup d'autres, mais je pense qu'il y a plein de livres qui sont importants à lire et qui sont source d'inspiration évidemment. Voilà, je cite celui-là parce que c'est un des seuls que j'ai lu quoi. Pas On de pourrait souci, parler des pas séries. de souci. Donc, Et j'ai un peu plus regardé de séries que ouais, lu de livres. vas-y. Voilà, la série sur Michael Jordan, ça donne des frissons, quoi. Tu vois, quand tu vois son histoire. Là, récemment, j'ai regardé Underrated, donc c'est les documentaires sur Stephen Curry. Enfin, voilà, c'est vraiment des documentaires qui font rêver, quoi, et qui permettent de connaître un peu plus les gens. La dernière fois, j'avais regardé aussi Mm. j'arrive pas à prononcer son nom, donc je le dirai pas, mais la boxeuse qui a fait médaille d'argent ou de bronze à Rio aux Jeux Olympiques. Euh, Elle s'appelle, je sais Ouais. plus comment elle s'appelle, mais je veux pas. Mais voilà, enfin c'est des gens quand tu regardes et que tu vois leur histoire, c'est beau quoi. Mm, mm. C'est clair, c'est clair. Et Marie-Ève, si les gens ont des questions et qui veulent te contacter, est-ce qu'il y a un ou des réseaux sociaux sur lesquels tu es la plus active? Bah j'ai quasiment tous les réseaux sociaux sauf TikTok. Je mets un point d'honneur à ne pas tomber là-dedans parce que sinon je m'en sortirai jamais. Non, je pense que le plus facile, alors je suis très réactive de manière générale, mais non, je pense que peut-être le réseau social où je suis le plus réactif, c'est Instagram. Donc mon compte c'est Mep Paget, donc ME Paget 5. Voilà, c'est là où bon, de toute façon si vous tapez Marie-Ève Paget, il n'y a pas 50 000 Marie-Ève Paget donc donc normalement vous devrez me trouver assez facilement sur Instagram et je réponds assez rapidement. Top, top. Marie-Ève, dernière question. Comment tu construis ton haut niveau? Hum, Alors moi je suis quelqu'un de manière générale, j'ai toujours besoin de me fixer des objectifs pour avancer. Euh, Hmm. je suis pas performante ou pas en accord avec moi-même quand je ne sais pas où je vais.
Et c'est comme ça dans ma vie, évidemment professionnelle, enfin sportive, basketement parlant, parce que c'est plus facile entre guillemets de se projeter parce que voilà, il y a des échéances, il y a des objectifs factuels et concrets qu'on peut aller chercher, mais aussi dans ma vie personnelle, voilà, et ça se reflète dans ma vie personnelle, études. Voilà, moi j'ai continué mes études, je suis prof de PS actuellement en disponibilité. Donc évidemment quand j'étais en pleines études, bah c'était l'obtention de ma licence, après c'était rentrer dans le master, c'était avoir mon concours, après c'était avoir le master. Une fois que j'ai fait ça, je me suis lancée dans l'agrégation sans grande conviction, mais voilà, je me suis dit je vais tester, voir ce qui se passe. Donc évidemment je l'ai pas eu. Mais voilà, après j'avais décidé et je me mets des petits challenges personnels comme ça. J'ai passé mes diplômes d'entraîneur. Donc je suis diplômée d'État. J'ai pas celui supérieur parce que ce serait pourquoi pas une prochaine étape plus tard, mais pour l'instant voilà, j'ai réussi mon permis moto. Enfin voilà, c'est des petits objectifs personnels que je me mets comme ça. Et c'est ça qui me permet d'avancer. Et après mais de manière générale, du coup, au-delà du fait de me mettre des objectifs et de mettre tout en place pour y arriver, ce qui moi me permet de faire du haut niveau, c'est d'avoir une vie équilibrée et d'être engagé et d'être utile et de pouvoir impacter positivement la vie des gens. Donc, que ce soit dans mon entourage, voilà, être présent pour eux, de leur redonner ce que eux ils me donnent, parce que la stabilité n'a pas de prix. C'est aussi m'engager. Voilà, je fais partie du comité directeur du SNB, donc du syndicat des joueurs. Donc là, on est en train d'avancer pour améliorer nos conditions à chaque fois. Aujourd'hui, on est encore en train de rédiger nos accords sectoriels. Mais voilà, je suis un peu là-dedans. Je fais partie de la FIBA, de la commission des joueurs, la commission des joueurs de la FIBA. Donc voilà, quand on a des réunions, c'est aussi faire porter la voix, surtout moi spécifiquement un peu du 3-3, nos conditions. Enfin voilà, c'est vraiment, je suis engagée dans plusieurs choses. Je suis marraine d'une association, Ma Maison Bleue, depuis récente, mais je trouve que m'investir caritativement, c'est important pour moi parce que ça fait partie de mes valeurs. Enfin voilà, c'est un équilibre de vie, ce qui peut être d'ailleurs un peu mon défaut quand j'accumule trop de charge mentale. Quand tout s'accumule en même temps, là, c'est un peu compliqué. Mais j'ai besoin d'être stimulée, j'ai besoin de faire beaucoup de choses et ouais, c'est vrai que j'ai besoin d'être active et ça a toujours été comme ça et je pense que ça le sera toujours. Donc c'est ma recette du haut niveau, c'est voilà de trouver l'équilibre pour être épanouie dans ma vie extra basket, mais me laisser quand même la majoritairement du temps possible pour atteindre mes objectifs sportifs, parce qu'aujourd'hui voilà, on n'a rien sans rien. J'ai toujours été quelqu'un qui a beaucoup travaillé et qui travaille beaucoup pour atteindre ses objectifs, et donc et voilà, quand je dis travail, dedans il y a la récupération, il y a les soins que tu peux faire, il y a tout ça qui rentre en ligne de compte. C'est pas simplement de l'entraînement pur. Donc voilà, c'est trouver un équilibre pour me laisser suffisamment de temps pour faire ma passion, mon objectif et mes choses, et aussi à trouver le temps à côté pour me stimuler, quoi. Super. Et du coup, j'ai quand même une dernière question qui me vient. C'est quoi ton objectif cette année au niveau basket, du coup? L'objectif, il est très clair. Il y en a plusieurs, mais l'objectif numéro 1, c'est de faire partie de l'équipe qui ira aux Jeux Olympiques et de rapporter la plus belle des médailles. Ça, c'est l'objectif numéro 1. Et après, l'objectif numéro 2, c'est quand même de retrouver un projet pour l'année prochaine. Ce sera intéressant de savoir qu'est-ce que je vais faire. Donc ça, c'est l'objectif vraiment qui est secondaire, parce qu'aujourd'hui, je suis vraiment focalisée sur les Jeux, mais c'est quand même un objectif qui est important parce qu'il y a une vie après les Jeux. Donc voilà, ce seraient mes deux objectifs. Objectifs entre guillemets chiffrés et concrets. Et après, un troisième objectif, c'est vraiment toujours la même chose, hein. Ça, c'est un objectif chaque année, c'est d'être une meilleure version de moi-même. Donc, c'est-à-dire qu'arriver à l'aube des Jeux en étant meilleur que ce que je suis aujourd'hui, tout simplement. Super. Top. Marie-Ève, merci beaucoup. Mais de rien. Merci à toi pour l'invitation. Et avec grand plaisir. Et voilà, je te souhaite plein de bonnes choses pour cette année, pour les autres. Donc, bonne continuation. Merci beaucoup. Bonne continuation à toi. Et j'espère que tu vas interviewer plein d'autres athlètes. Salut. Merci beaucoup. Salut. Voilà. Merci d'être allé au bout de cet épisode. J'espère que vous êtes régalés autant que moi. Si vous voulez m'aider, le mieux est de partager cet épisode au plus grand nombre. Parlez-en autour de vous. Débriefez-le avec vos collègues en live ou sur les réseaux. Qu'en avez-vous retenu? En quoi cet épisode peut vous aider à construire votre haut niveau? N'hésitez pas non plus à me faire un retour ou à me proposer des personnes à interviewer.
je répondrai avec plaisir. À très bientôt pour un nouvel épisode.